Ce livre est absolument glaçant. Vraiment. Il m'a laissé avec un sentiment de malaise qui ne m'a pas quitté pendant des jours. On parle bien d'Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. Exactement. On va plonger dans la psychologie d'un monstre, mais un monstre absolu. C'est la confrontation brutale entre le génie littéraire et, la folie pure. C'est une histoire dérangeante, c'est le mot. Au centre de tout, il y a ce personnage, Prétextatache, un écrivain lauréat du prix Nobel, une véritable légende vivante. Et on le rencontre au pire moment. Ou au meilleur, ça dépend comment on voit les choses. Oui, au seuil de la mort. C'est là qu'il accepte enfin de donner ses toutes dernières interviews. Et c'est là que le paradoxe explose. Cet homme, qui est vénéré par le monde entier, Et peut-être l'être le plus odieux, le plus méprisable qui soit. Un génie, mais aussi un monstre. c'est complètement fou, non? C'est ça qui est dingue. Et les enjeux sont énormes. Il lui reste 2 mois à vivre. 2 mois pour livrer son testament au monde ou pour emporter son secret le plus sombre dans la tombe. Alors, posons le décor. Qui est vraiment cet homme? Prétextatache, 83 ans, en phase terminale. Et il est atteint d'un cancer assez particulier. Un cancer fictif. Le syndrome d'Elsen-Weaver-Platz. Oui, un cancer qui ronge les cartilages. La description est terrifiante. Son corps est en train de se dissoudre de l'intérieur, littéralement. Et l'image qu'on a de lui est à vomir. C'est un obèse monstrueux. Le livre le décrit comme un tas de seins doux. C'est cru, mais c'est l'idée. On parle de 4 mentons, d'yeux de cochon, une nuque plissée de bourrelets. Rien, absolument rien ne le rachète physiquement. C'est l'incarnation de la décadence. Et cette description, elle n'est pas là par hasard, évidemment. Ce n'est pas juste pour choquer. C'est ce qu'on appelle la grotesquerie. Nothomb utilise ça pour symboliser sa corruption morale. Son corps est une métaphore de son âme, en quelque sorte. Exactement. Son obésité, sa maladie, c'est son âme qui se manifeste à l'extérieur, quoi. Son corps est devenu à la fois la prison et le miroir de sa monstruosité. Une monstruosité qu'on découvre très très vite, parce que son portrait moral est encore pire que le physique. Ah oui, là on atteint des sommets. C'est un misanthrope total. Il est cynique, arrogant, ouvertement raciste et surtout, d'une misogynie crasse, violente. C'est un intellectuel brillant qui, en fait, semble haïr l'humanité entière avec une passion dévorante. Et il vit reclus. Son appartement est décrit comme une sorte d'antre sombre, décadent, le reflet parfait de son esprit. Et le fait que tout se passe en huis clos, c'est crucial. L'appartement n'est pas un simple décor. C'est une extension de Taresh, étouffant, sans aucune échappatoire. C'est le terrain de jeu parfait pour un manipulateur comme lui. C'est dans cette arène, donc, qu'il décide de recevoir 5 journalistes, un par un. Et là, le spectacle macabre commence. On pourrait appeler ça la parade des marionnettes. Les 4 premiers, tous des hommes, arrivent pour ce qu'ils pensent être l'interview de leur vie. Ah oui, ils arrivent pleins de certitudes. Ils pensent qu'ils vont enfin réussir à percer le mystère tachu. Mais ils ne sont absolument pas prêts. Chacun est un stéréotype du journalisme. On a le prétentieux, le novice un peu naïf, le vieux de la vieille qui croit avoir tout vu. Ils croient venir pour une interview. En réalité, ils viennent pour une exécution. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement sa méchanceté, c'est la façon dont Nothomb explore le langage comme une arme de pouvoir. Il ne débat pas, en fait. Il ne répond même pas aux questions. Non. Il utilise sa maîtrise parfaite de la langue pour déconstruire la réalité de ses interlocuteurs. Il les piège, il ridiculise leurs ambitions, il pulvérise leur confiance en eux. Ce ne sont pas des entretiens, ce sont des duels intellectuels à sens unique, des joutes verbales où il les démolit mot après mot, avec un sadisme jubilatoire. Il joue au chat et la souris. Et c'est une critique féroce aussi d'un certain intellectualisme stérile. Les journalistes arrivent avec leurs questions toutes faites, leurs concepts. Et Tâche leur montre que leurs outils sont dérisoires face à lui. Voilà. Il ne s'attaque pas à leurs arguments, il s'attaque à leur être même, à leur raison d'être là. Et le résultat est toujours le même. Un par un, ils s'enfuient. Littéralement. Écœurés, terrifiés, anéantis. Leurs carrières sont peut-être même fichues. Et ces échecs successifs ne font que renforcer la légende de Tâche, l'adversaire intellectuel invincible. Personne ne peut lui tenir tête. On a l'impression que le jeu est terminé avant même d'avoir commencé. Et c'est précisément à ce moment-là, quand le mythe de son invincibilité est à son sommet, qu'une variable qu'il n'avait pas du tout anticipée entre en scène. Nina. Une jeune femme. Autrement dit, l'incarnation de tout ce qu'il méprise. Pour lui, c'est une proie facile.
une évidence. Il la reçoit avec un mépris misogyne, à peine voilé. Il s'attend à la briser en quelques minutes. Encore plus facilement que les autres. Il pense que le match est gagné d'avance. Sauf que Nina, elle est différente. Elle n'est pas impressionnée. Elle n'est pas venue en victime. Non, elle est préparée. Incroyablement préparée. Et elle ne recule pas d'un centimètre. La dynamique change instantanément. Et c'est là que le livre bascule. L'entretien devient un vrai duel psychologique. Une partie d'échec verbal mais tendue à l'extrême. La grande différence, c'est elle ne cherche pas à le comprendre. Elle n'est pas là pour un scoop. Non. Elle est venue pour le combattre, sur son propre terrain. Et son terrain à lui, c'est son œuvre. Elle le prouve tout de suite, elle a une connaissance quasi totale de ses écrits. Elle a tout lu, absolument tout. Et elle utilise cette connaissance comme une arme. Elle va même jusqu'à mentionner un manuscrit secret, un roman inachevé que personne n'est censé connaître. Hygiène de l'assassin. C'est un coup de maître. Elle lui montre qu'elle connaît pas seulement l'image publique, elle connaît les coulisses. Et elle ne se contente pas de poser des questions. Elle répond à ses piques par des répliques cinglantes. Pour la toute première fois, Tash n'a plus le contrôle total de l'échange. Il a trouvé un adversaire à sa mesure. On sent qu'il est déstabilisé. Il essaye ses techniques habituelles, ses remarques misogynes pour la rabaisser. Mais elle les retourne contre lui avec une intelligence glaciale. La tension est palpable. C'est une vraie lutte de pouvoir. Et Nina sait que pour gagner, elle doit aller là où personne n'a osé aller. Fissurer l'armure de l'intellectuel pour trouver l'homme. Il n'y a qu'un seul sujet tabou, une seule porte blindée dans l'esprit de Tash. Son passé. Le seul sujet qu'il a toujours violemment refusé d'aborder. Elle y va doucement. Elle l'amène sur le terrain de l'enfance. Il résiste bien sûr, il devient de plus en plus agressif. Et puis, elle prononce un nom. Un simple nom. Léopoldine. Sa cousine. Et là, le masque se fissure. L'écrivain invincible, le monstre sarcastique, il est touché. Pour la première fois du livre, il est vulnérable. Et contre toute attente, il commence à parler. Il raconte son enfance avec Léopoldine, et le ton change complètement. Ce n'est pas une simple amitié qu'il décrit. Non, c'est un monde parfait. Un jardin d'Éden coupé du reste de l'humanité. Une période de pureté absolue selon lui. Ils étaient beaux, purs, innocents, un monde à deux. Et dans cet Éden, ils se sont fait une promesse. Un pacte sacré, d'une intensité folle. Ils se sont jurés de ne jamais grandir, de rester des enfants pour l'éternité. Pour refuser la corruption et la laideur du monde des adultes. Et plus spécifiquement, de la puberté. C'est une obsession totale pour la pureté enfantine. Mais ce n'est pas un simple jeu. Le pacte était d'une clarté terrifiante. Si l'un des deux venait à trahir en devenant adulte, L'autre avait le devoir sacré de le tuer. et la justification est glaçante. Ce ne serait pas un meurtre par haine, ce serait un acte d'amour. Tuer l'autre pour préserver sa pureté, pour sauver son âme d'enfant de la souillure de la vie. On est déjà dans une logique complètement tordue, déconnectée du réel. Totalement. C'est une négation de la vie, de la nature. Mais pour le jeune prétexta, c'est la vérité absolue. Leur paradis dépend de cette immobilité, de ce refus du temps. Et bien sûr, l'inévitable se produit. Le temps fait son heure. Le corps de Léopoldine change. Elle a ses premières règles. Et pour Tash, ce n'est pas un processus naturel. C'est la trahison absolue. La fin de leur monde, la perte de l'innocence. Pour lui, elle a brisé le pacte. Elle a laissé le monde immonde des adultes entrer dans leur paradis. Et c'est là que l'horreur qu'on sentait monter depuis le début est révélée, brutalement. Avec une froideur qui glace le sang, Tash avoue, il a tenu sa promesse. Il a étranglé Léopoldine. Et c'est sa justification qui est au cœur de sa folie, de tout le livre. Il n'a aucun remords. Au contraire, il est presque fier. Il dit l'avoir fait par amour, pour la sauver de la saleté de l'âge adulte. Il va même jusqu'à prétendre, dans son délire, qu'elle lui a souri en mourant, comme si elle était reconnaissante qu'il la sauve. C'est insoutenable. Et il qualifie son meurtre d'hygiénique. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a pas eu de sang, c'était propre. Et c'est à ce moment-là que Nina, et nous avec elle, on comprend tout. Le fameux manuscrit, Hygiène de l'assassin, ce n'était pas une fiction. C'était son autobiographie. Et voilà, on y est. Tasha a construit toute son existence, toute sa philosophie autour de ce crime fondateur. Il ne le voit pas comme un meurtre. Pour lui, c'est un acte de préservation.
Un devoir artistique et moral, presque. C'est une perversion totale de la logique. Le génie est devenu l'alibi parfait de la monstruosité. Il a transformé son crime en une sorte d'œuvre d'art. Nina est donc face à la vérité brute. Cet homme, ce génie littéraire adulé par le monde entier, est un meurtrier, un monstre qui a passé 70 ans à justifier son crime. Et soudain, tout s'éclaire. Toute sa personnalité, sa haine du monde, sa misogynie virulente qui est en fait une haine du corps féminin qui change, son isolement. Tout vient de là, de cet acte qui a défini toute sa vie. Elle n'a pas seulement découvert un secret, elle a percé le code source du monstre. Nina est là, face à lui. Elle connaît son crime. Elle comprend l'architecture de sa folie. Le duel verbal a fait tomber le masque. Le monstre est à nu. Mais l'entretien n'est pas fini. Il lui reste très peu de temps à vivre. Et il est là, face à la seule personne au monde qui sait qui il est vraiment. La confrontation atteint son point culminant. Qu'est-ce qui se passe quand on pousse un tel homme dans ses derniers retranchements? Et surtout, maintenant qu'elle sait tout, qu'attend-il d'elle? Parce que ce qu'il va lui demander est peut-être encore plus choquant et plus pervers que tout ce qu'il a déjà avoué. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.